Dans la vie de tous les jours, on a tendance à vouloir trouver des causes quand on observe un événement qui semble improbable, avant même d'avoir essayé de vérifier si cet événement était réellement tangible ou si c'était simplement le fruit du hasard, si c'était juste une fluctuation. Donc par exemple, si on rencontre quelqu'un au bout du monde alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, on va tout de suite penser que c'est sans doute un signe du destin ou peut-être qu'il y a une explication surnaturelle, alors que peut-être que finalement ce n'était pas si improbable que ça. Donc en physique des particules, on va s'attacher à vraiment quantifier et estimer la probabilité qu'un phénomène se produise par le fait du hasard. Donc par exemple, si je rencontre un ami au Vietnam dans la baie d'Along, au départ je me dis qu'il n'y avait aucune chance qu'il se trouve là le même jour, au même moment. Et en y réfléchissant bien, en fait, je me suis rendu compte que on venait tous les deux dans la région pour voir un ami commun. Et on s'était rendus tous les deux à l'endroit le plus touristique de la région, qui est la baie d'Along. Donc c'était finalement pas si improbable que ça qu'on s'y croise. C'était peu probable, mais pas complètement impossible. Et d'autre part, pour vraiment quantifier la probabilité que ce genre d'événement se produise, il faut aussi prendre en compte le fait que la plupart du temps, on se rend dans un lieu et rien d'improbable ne se produit. Donc ça revient à dire que si on joue un très grand nombre de fois au loto, tôt ou tard, on finira par gagner. Là, la difficulté, c'est de savoir, évidemment, là, on ne joue pas au loto, donc la difficulté est de savoir combien de fois réellement il ne s'est rien passé. Donc en physique des particules, on est capable plus ou moins de prendre ça en compte en évaluant toutes les expériences qu'on a faites, implicitement ou non, et qui n'ont pas mené à un résultat positif. Donc il faut prendre en compte cela quand on observe un événement positif. On doit prendre en compte le grand nombre d'expériences négatives qu'on a également faites. Une fois qu'on a mis en évidence une corrélation entre deux phénomènes, on essaye de trouver un lien de causalité entre les deux. Et souvent dans la vie quotidienne, on a tendance à aller un peu vite, à trouver cette causalité sans vraiment la vérifier. Par exemple, si on considère que les enfants qui sautent une classe dans leur jeunesse ensuite réussissent bien leurs études, des parents qui veulent le bien de leurs enfants vont pouvoir en conclure que en faisant sauter une classe à leurs enfants, ces enfants réussiront bien leurs études. Alors que là, on fait l'hypothèse qu'il y a réellement une causalité, c'est-à-dire sauter une classe, effectivement, va à long terme mener à faire de bonnes études. Pour vraiment s'assurer qu'il y a une relation de causalité, il faut essayer premièrement d'identifier toutes les causes autres possibles qui pourraient mener à cette corrélation. Et deuxièmement, essayer d'isoler cette cause et essayer de voir réellement un lien de cause à effet entre le fait de sauter une classe et le fait de réussir ses études 10 ans plus tard. Donc en physique des particules, on essaye de bien distinguer les différentes causes qui peuvent mener à un même résultat. Par exemple, quand on recherche le boson de Higgs, qui se désintègre ou qui peut se désintégrer en une paire de photons, il y a d'autres causes possibles d'événements qui mènent à la production d'une paire de photons. Donc on va essayer d'établir des lots de données qui sont des lots de contrôle, dans lesquels on sait que le photon n'est pas la cause, ce qui permet d'estimer de manière objective, de manière non biaisée, une autre cause que le boson de Higgs, et donc d'estimer ces autres causes de manière à pouvoir les soustraire les différencier du boson de Higgs, disons. Et donc quand on recherche le boson de Higgs, on sait que la seule cause qui reste, c'est la production d'un boson de Higgs. Dans la vie de tous les jours, on a tendance à tirer des conclusions très, très hâtives sur un seul événement anecdotique. Donc, l'exemple typique de la loi de Murphy, c'est on laisse tomber une biscotte par terre, et si elle tombe du mauvais côté, on tire tout de suite la conclusion que la loi de Murphy est confirmée. Alors qu'en fait, on pourrait très facilement faire l'expérience nous-mêmes, c'est-à-dire, plutôt que de s'arrêter là, on pourrait
relaisser tomber la biscotte 10 ou 100 fois et effectivement avoir une observation plus objective de est-ce qu'elle tombe toujours du mauvais côté ou non. Donc, pour confirmer une première observation qui peut être purement anecdotique, déjà il faut définir clairement une hypothèse et ensuite il faut définir un protocole expérimental pour confirmer ou invalider cette hypothèse. Donc dans le cas-là, l'hypothèse est très simple, c'est une biscotte qui tombe toujours du mauvais côté. Donc il suffit de faire l'expérience un grand nombre de fois et simplement de faire la mesure, ce que presque personne ne fait dans la vie quotidienne. Et donc en physique des particules, évidemment, on met en place un protocole expérimental très précis, commencer par une hypothèse très précise qui est notre théorie, la théorie du modèle standard, qui fait des prédictions très précises d'un grand nombre de phénomènes. Et ensuite, construire une machine, c'est-à-dire un accélérateur, un collisionneur de particules et un détecteur qui vont être capables de tester ces prédictions. Et ensuite, à partir de ces machines, accumuler des données pour faire des mesures et essayer de valider ou invalider les prédictions du modèle standard. En physique des particules, évidemment, le protocole expérimental est beaucoup plus compliqué que de laisser tomber une biscotte. Construire une machine, ça prend des décennies, c'est un gros investissement technologique. Et ça permet au final de collecter des milliards de collisions de protons-protons. On a tous tendance à vouloir confirmer notre intuition ou notre opinion a priori, que ce soit en science ou dans la vie quotidienne. Donc pour essayer de minimiser autant que possible ce biais naturel, qui est le biais de confirmation, en physique des particules, on essaye de travailler autant que possible en aveugle, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tout le protocole expérimental sans regarder les données qui sont sensibles réellement à l'hypothèse qu'on essaye de tester. Donc, d'où l'importance des lots de contrôle qui permettent de développer toute l'analyse et tout le protocole de manière non biaisée. Et ensuite, une fois que le protocole est figé, on se permet de regarder dans la région des données qui sont réellement sensibles à notre hypothèse et de voir quel est le résultat qu'on observe. La procédure en aveugle consiste à isoler le lot de données qui est réellement sensible à l'hypothèse qu'on veut tester, le mettre de côté, ne pas le regarder, jusqu'à ce que toute la procédure expérimentale soit figée. Donc on développe le protocole expérimental sur des données qui ne sont pas sensibles à cette hypothèse. Et une fois qu'on s'est assuré que le protocole était satisfaisant et figé, là on se permet d'ouvrir la boîte des données qui sont réellement sensibles à l'hypothèse. Et là on va regarder les données pour voir si l'hypothèse est confirmée ou invalidée. C'est une décision collective de l'expérience, donc des collaborateurs qui se réunissent et après avoir validé la procédure, on se met d'accord et d'un commun accord, on ouvre la boîte et on regarde les données.